pourquoi je ne vais pas parler du livre. Parce que l'auteur est le plus mauvais lecteur de son livre. L'auteur, il va dire, j'ai voulu faire ci, j'ai voulu faire ça, et puis moi ça m'est complètement égal ce qu'il a voulu faire. Je suis devant un texte, et c'est à moi, comme lecteur, de juger ce qu'il y a dedans. Très souvent, j'entends aussi des auteurs qui disent « mais tu ne m'as pas compris ». Alors je me rappelle un vieil ami qui, en 1674, a écrit l'art poétique, qui s'appelle Boileau, et qui a dit « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Donc si je n'ai pas compris l'auteur, c'est que l'auteur n'a pas su bien s'exprimer. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas moi-même parler de ce livre. Alors en revanche, mon statut social, si on peut dire, puisqu'il se trouve qu'accidentellement je suis hyper blanc, peut expliquer un petit peu d'où vient ce genre de réflexion et de récit. Savoir aussi d'où je viens en tant que père blanc permet peut-être de comprendre quelques expressions. Il y a un certain vocabulaire. Chaque auteur a son vocabulaire et il est important de savoir d'où il vient pour comprendre au mieux ce qu'il dit. Quand un Marseillais plein d'enthousiasme vous dit putain ou bien con, c'est pas grossier, c'est la ponctuation. Quand on sait qu'il est Marseillais, bon, on interprète ce qu'il dit de cette manière. Et les mots aussi, vous le savez mieux que moi, on change de signification dans le temps. Alors je vais commencer à vous raconter des petites histoires, c'est toujours plus sympathique. C'était en 2009 et pour une raison très complexe, j'ai été invité en Arabie Saoudite. Or, les prêtres n'ont pas le droit de mettre les pieds en Arabie Saoudite. Alors pourquoi m'ont-ils invité? Ils avaient certainement derrière la tête des raisons qui m'ont échappé. Je suis allé à un congrès et c'était tous alors des grandes personnalités, son Excellence le ministre des deux Saintes Mosquées, son Excellence le président de l'Institut international de droit musulman, enfin tous des gens comme ça. Et dans leur discours, ils se sont trompés. Ils ont employé le mot du Coran « ummi » concernant Mohammed pour dire qu'il était illettré. Or, dans le Coran, il y a 11 fois ce mot « ummi », 10 fois il s'agit des membres de la tribu de Mohammed qui n'ont pas de livre révélé, c'est ça ce que ça veut dire « ummi », donc des païens. Et alors la seule fois où le mot « ummi » s'adresse à Mohammed, on dit oui, il était illettré. Donc c'est pas très logique. Et je me suis permis, devant cette illustre assemblée, alors j'ai fait attention à ne pas faire de faute d'arabe classique, parce qu'à ce moment-là, mon discours n'avait plus aucune valeur, de leur dire qu'il ferait bien de se renseigner un petit peu sur l'évolution du langage. Donc dans ce livre, peut-être qu'il y a des mots que j'emploie avec un sens qui n'est pas peut-être celui qu'on emploie habituellement. Les Pères Blancs arrivent en Tunisie en 1975 pour commencer les fouilles archéologiques à Carthage. Ils arrivent dans ce grand mouvement de l'impérialisme occidental qui va vers les pays du tiers-monde, comme on l'appellera plus tard, et aussi dans ce mouvement assez particulier du colonialisme français qui vient affronter le colonialisme italien en Tunisie. Au moment du protectorat, il y avait 7000 Italiens en Tunisie et 700 Français. Donc, pour que les Français s'imposent, il fallait prendre un certain nombre de décisions. Et le cardinal Lavigerie, qui a fondé les Pères Blancs, en 1891, il s'est débrouillé pour que tous les prêtres italiens puissent partir et mettre à la place des prêtres français. C'est une réalité, c'est celle qu'ont vécu les Pères Blancs, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire. Et très vite, les Pères Blancs se sont affrontés par leur idéologie au protectorat.
français. Le premier témoin de cet affrontement, c'est le lycée Bourguiba à Tunis. Il avait été fondé par les Pères Blancs à la Marsa. Il s'est transporté à Tunis. Et quand les Français ont imposé le protectorat, le seul lycée non arabe en Tunisie était tenu par les Pères Blancs. Alors ça ne leur a pas plu. Et vraiment, ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Ils ont fait en sorte qu'on s'en débarrasse. C'est devenu ensuite le lycée Carnot, puis le lycée Bourguiba. Dans aussi cette idéologie des Pères Blancs, l'importance de la langue. Il faut apprendre la langue. Et quel que soit d'ailleurs le pays où les Pères Blancs vivent, si par exemple celui qui est du Congo va au Burkina ou bien au Rwanda, il doit apprendre la langue locale. Et apprendre la langue à l'époque, c'était devenir un shir chrétien. Moi-même, j'ai revêtu la gandoura, le barnous, la chéchia, j'avais la barbe. On était supposé être des shirs chrétiens. L'avantage de cette connaissance de la langue, c'est que ça a permis de sentir le mouvement nationaliste et les Pères Blancs l'ont accompagné à tel point qu'il y a eu un affrontement entre les Pères Blancs et l'Église officielle, la hiérarchie, au moment du congrès eucharistique de Carthage. Et vous trouverez dans les archives de l'archevêché, en date du 25 mars 1930, une intervention des Pères Blancs devant l'évêque pour lui dire « Vous êtes complètement à côté de la plaque, ça ne va pas marcher, votre congrès eucharistique international. » Et les 5 arguments avancés par les Pères Blancs, c'était les 5 arguments qu'ils avaient trouvés dans la presse arabe, qu'ils avaient dépouillés systématiquement pour savoir ce qui se passait. L'Ibla, à l'origine, était une maison d'études. Ça a été fondé à la ferme, le Borj Boukhris, à côté du cimetière américain là, de la Marsa, pour apprendre l'arabe classique. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que ce mot Ibla, bon, personne ne sait trop ce que ça veut dire. Quand nous avons essayé de le mettre sur Internet, on nous a dit non, ça existe déjà. Institut des béatitudes latino-américains, Ibla. Alors, on a mis Ibla Tunis, comme ça, c'est passé. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que dans la mémoire collective des intellectuels tunisiens, pratiquement plus personne ne sait ce que ça veut dire, Institut des belles lettres arabes, aujourd'hui on dirait les sciences humaines, et c'est devenu une entité comme ça. La preuve, il y a quelques années, Beit el-Hikma, donc l'Académie tunisienne, a publié El-Mawsoua et-Tunusia, l'encyclopédie tunisienne. Alors tout de suite, j'ai cherché s'il y avait l'Ibla, Ma'had d'Abel-Arabia, la lettre mime. Bon, il n'y avait pas. Je me dis au moins la revue quand même, la plus ancienne revue qui existe en Tunisie. Majella, il n'y avait pas. Alors je me dis peut-être la bibliothèque, parce qu'ils ont tous fréquenté la bibliothèque. Maktaba, il n'y avait pas. Mais quelle consolation. C'était un Ibla. Autrement dit, pour ceux qui ont fabriqué l'encyclopédie tunisienne il y a quelques années, c'est une entité comme ça. Ibla, ça existe en tant que tel. Alors dans cette maison, chacun à l'origine a eu des engagements très divers. Alors je vais commencer par l'actualité. Ahmed Ben Salah vient de décéder. Michel Calins, qui était Père Blanc, sociologue, a été recruté par Ahmed Ben Salah parce que l'idéologue de la collectivisation, c'était M. Gérard Destan de Bernis, qui était un collaborateur de la revue Ibla. Il avait déjà publié, avant l'indépendance, des articles d'économie et de sociologie pour dire la Tunisie indépendante ne s'en sortira qu'avec une certaine collectivisation. Et le père Calins, qui était sociologue, est entré dans ce système. Il faisait partie des comités sectoriels du plan dirigés par Ahmed Ben Salah. Et c'était la manière dont les Pères Blancs de l'Ibla collaboraient un petit peu à cette Tunisie qui se construisait. À ce moment-là aussi, Jean Kemner s'est spécialisé dans Derja,
Et il a fait des articles très très pointus sur la grammaire dialectale. Jean-Gabriel Magnien, qui s'occupait des religieuses canadiennes qui étaient venues fonder l'hôpital d'enfants. Lui, il a porté tout son effort sur une théologie morale du planning familial. À l'époque, la hiérarchie de l'Église refusait complètement la limitation des naissances par des moyens artificiels, et puisque cet hôpital d'enfants venait de se constituer, beaucoup de femmes qui venaient accoucher ou souhaitaient ne plus avoir trop d'enfants. Bon, quel problème cela pose sur le plan éthique pour des chrétiens. André Louis a fait sa thèse sur les îles Kerkena, pavé comme ça, 3 tomes épais, et il s'est spécialisé après dans l'évolution de l'habitat berbère du sud tunisien. Michel Lelon a participé à la création des ciné-clubs, a été très actif avec le syndicat, l'UGET, l'Union Générale des Étudiants de Tunisie. Et puis, je termine par la cerise sur le gâteau, le vieux père André de Merseman, je dis vieux parce que moi je l'ai connu, il était déjà vieux, qui était un ami personnel de Bourguiba. Ils ont commencé, puisque vous savez que la maison de Bourguiba, elle est comme ça, et Libla est comme ça. Donc par les coins, on est vraiment mitoyens. Et ce lundi, d'ailleurs, la directrice du petit musée qui est là maintenant m'a invité à parler un petit peu justement de toutes ces histoires. Donc vers 1929 déjà, Bourguiba et le père de Merseman descendaient ensemble pour aller à la Khaldounia, où il y avait des conférences. Et le père Sellam, qui était un père blanc égyptien, a donné des conférences qui ont été très 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 contredites par Bourguiba à l'époque, mais ils sont restés amis, on dit Jar Qberdar, le voisin passe avant la maison. Et pendant toute cette époque, Bourguiba a été arrêté 2 fois, et les 2 fois, sa femme et son fils sont venus se réfugier chez les Pères Blancs en attendant de pouvoir téléphoner aux autres militants du parti et savoir ce qu'on allait faire de cette brave dame et de ce garçon. Dans les années qui ont précédé l'indépendance, régulièrement, le père de Merseman allait passer une soirée chez Bourguiba, qui était entouré de ses collaborateurs, et il a pu ainsi, par la revue, en écho, accompagner cette démarche où la Tunisie cherchait sa personnalité. Et après l'indépendance, on a essayé vraiment régulièrement de suivre un peu le mouvement. Alors ça, c'est un petit peu, vous voyez, d'où vient le livre. Alors le retour, Hatem en a parlé. J'ai pensé en grande partie, en écrivant ce retour, aux jeunes confrères pères blancs, il y en a un ici qui prend ma succession à Libla, qui sont tous subsahariens, qui sont migrants du sud vers le nord. Et moi, je suis le migrant inversé du nord vers le sud. Les problèmes que nous avons par rapport au milieu tunisien, c'est exactement les mêmes que n'importe quel migrant, même s'il vient du sud. Encore que je pense que pour les subsahariens, ils ont beaucoup plus de facilité à comprendre, disons, l'atmosphère traditionnelle de la famille, la conception du temps, la conception de la parole, du verbe. Et pour nous, occidentaux, avec nos crânes carrés, c'était un peu compliqué. Le retour n'est pas cherché. Et il vient parfois 40 ans après. Alors je vais vous raconter quand même une petite anecdote encore. Quand j'ai étudié à la fac, donc 65-68, un des camarades de classe était déjà très introduit dans le parti, c'est M. Abdelhamid Slama, et il voulait passer une thèse de doctorat d'État, il n'avait pas le temps pendant la semaine parce qu'il était complètement dans les structures du parti, et il m'a demandé de venir le dimanche. Donc le samedi, il me téléphonait, j'ai besoin de tel document, il me donnait la liste, et le dimanche matin à 8h, il sonnait, et il passait toute la journée avec son casse-croûte et son café pour travailler. 40 ans après,
la bibliothèque de Libla brûle, et M. Abdelhamid Slama était conseiller du président de la République. Et il est allé voir Ben Ali, il lui a dit, écoutez, voilà, si je suis ici, c'est grâce au Père Blanc, alors il faut faire quelque chose. Et donc, le gouvernement tunisien a payé la restauration qui a été faite par l'Institut national du patrimoine. Donc voilà, ce retour qui est constant, même, j'allais dire, concomitant, parfois, de manière très inattendue, se manifeste. Un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, dans les années 90, un jour, comme il n'y avait pas de contrôle vraiment à la bibliothèque de Libla, qu'il n'y avait même pas d'inscription, de frais d'inscription, la moitié d'un tome de l'encyclopédie de l'islam disparaît. À l'époque, dans les années 90, c'était 450 dinars déjà. Donc c'est un gros truc, j'écris dans les sabars, dans la presse, à l'université, celui qui l'a pris sans que je le voie, peut très bien le remettre sans que je le voie. On ne lui dira rien. Hein? Alors, un collègue, un juriste, Hamadi Erdisi, dit c'est honteux. On a tous bénéficié de la bibliothèque et on ne fait rien. Alors, il a lancé une souscription et il demandait à chaque collègue 10 dinars. Et aussi à des pharmaciens, des juges, des médecins, enfin des tas de gens, des avocats qui n'avaient rien à voir directement avec Libla, mais qui connaissaient. Il arrive au petit-fils de Bourguiba. Ah, qui dit non, 10 dinars, c'est rien. Moi, je veux donner 100 dinars. Alors, Hamad dit, tu te rends compte 100 dinars? Il dit oui, par reconnaissance pour les Pères Blancs, chez qui ma mère a trouvé refuge quand ma grand-mère, quand mon grand-père a été arrêté. Donc, vous voyez, la reconnaissance, 40 ans après, c'est ça le retour. Et je pense qu'il y a toujours un retour. Parfois, on ne le voit pas. Hein. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire à propos de d'où vient le livre. Alors maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Avec plaisir.